La forêt camerounaise. Refuge idéal pour une faune préservée de l'homme. Et du bruit de la civilisation. Enfin, presque. Attends, qui t'a fait un prêt? Elle ne t'a pas dit ça. Si tu es quelqu'un normal, je ne t'ai pas dit de parler de ça. On t'a seulement dit que voilà ce que tu as fait. Alors toi, tu peux faire l'effort pour ne pas briser les bagages des autres. Je ne sais pas. Tu as discuté que tu voulais aller en haut. Tu étais en bas, non? Pourquoi tu as d'abord discuté? Parce que l'autre personne qui était en haut... Après 2 heures de piste, les passagers de ce taxi collectif se révoltent contre le chauffeur et l'inconfort de sa voiture. Pourquoi tu as d'abord accepté quitter les en haut, tu peux donc maintenant aller gâter. Il y a les autres qui veulent entrer dedans, les autres qui veulent monter seulement en haut. Et d'autres qui se plaignent parce qu'ils sont... Les autres se plaignent seulement parce qu'ils sont assis dans leurs bagages. Il faut dire qu'entassé à 15 dans une voiture, il y a de quoi se plaindre. Mais le chauffeur ne se démonte pas. Vous ne me connaissez pas. Je peux rembourser votre argent étant ici là. C'est comme ça que moi je suis. Montons pas. La personne qui veut rester, il n'a qu'à rester ici. Montons pas. C'est-à-dire au milieu de nulle part. Alors cela vaut bien un petit effort. Baisse les pieds. Pour voyager à 15, il faut respecter des règles bien précises. Ça ne fait rien, on va arriver. Les plus légers s'assoient sur les plus lourds. Et les plus grands sont remisés dans le coffre. On t'a promis 10 hier même. Pour les claustrophobes, il reste toujours le toit. Bon, passager à bord. À la guerre comme à la guerre. Au Cameroun, les voyageurs n'ont pas d'autre choix que d'emprunter ces taxis surchargés. Ils sont l'unique moyen de transport en commun en dehors des grandes villes. Dans la ville de Lolodorf, pour le pire des taxis, avant chaque départ, c'est le même challenge. Oscar va-t-il réussir à démarrer sa vieille bagnole? Alors, non? Sa japonaise est plus proche de la casse que du contrôle technique. Pourtant, Oscar ne manque pas d'imagination pour maintenir sa voiture en vie. Comme la batterie n'a plus les éléments qui peuvent la maintenir au cas où il y a des bousculades, bon, nous attachons ce fil ici là pour maintenir la batterie pour que ça ne bouge pas. Bon. Et ça aussi, c'est pour que bon, quand nous tombons dans la mare d'eau, pour que l'eau ne monte pas au niveau du carburateur. Le sale boulot, c'est le jeune mécanicien qui s'en charge. La suite de l'essence pour le mouiller ici dans les têtes du carburateur pour que quand je vais démarrer, pour que ça excite le moteur à vite démarrer. Vous voyez l'état, c'est que ça ne marche plus au goudron. C'est dû à les bourbiers, les routes non bitumées, c'est ça sa route. C'est ça que ça préfère, ça ne peut plus rouler au goudron. Ouais. Sa voiture porte les cicatrices de 20 ans de combat menés sur les pistes de la forêt. Ça là, ça n'a plus tous ces éléments. Nous sommes obligés de l'attacher pour garder au moins la forme de la voiture, quoi. Quand je roule, ça arrive que bon, ça lâche, bon, vu que ici ça ne tient plus bien. Dès que ça lâche, ça se soulève, allez, ça passe, ça tape là, boum. Et apparemment, il tape souvent. Quand la portière là, ça ne reste pas. Donc, je suis obligé de tirer le fil et d'attacher. Voilà, là c'est bon. Amener ses passagers à bon port et en un seul morceau semble un exploit avec cette voiture. D'autant plus que les gaz d'échappement se répandent dans l'habitacle.
C'est ultra toxique, mais heureusement pour ses clients, Oscar a l'habitude de rouler vitre et même porte ouverte. Les Camerounais appellent ces taxis des clandos. Clando pour clandestin. La police leur fait la chasse, non pas pour l'état de leur voiture, mais parce qu'aucun n'a de licence, voire de permis, comme Oscar. Les taxis clandos règnent en maître sur le Cameroun, pays d'Afrique centrale situé en pleine zone équatoriale. Il faut dire que seules les 2 principales villes du pays possèdent des lignes régulières. Les routes sillonnées par les taxis-brousses traversent des territoires empreints de magie et de cultures ancestrales. Mais le Cameroun, c'est aussi une grande puissance économique. Surnommé le grenier de l'Afrique centrale, tous les pays voisins comptent sur ses récoltes pour nourrir leur population. Et pour les livrer, encore une fois, les clandos ne sont jamais loin. La formidable manne économique de l'agriculture ne se retrouve pas dans son réseau routier catastrophique. À 90%, il est même en terre. Un record. Pendant la saison des pluies, la boue transforme le moindre déplacement en un périple sans fin. Mais les autres sont là, elles ne poussent pas. Sur ces routes, mieux vaut avoir du souffle. Chaque voyage ressemble à une étape de rallye. Ça devient compliqué. Hein? Les herbes, les petits arbres, les buissons, ça fouette vraiment. Ce désastre routier paralyse toute l'économie. Mais les choses sont en train de changer. Le pouvoir camerounais s'est lancé dans un vaste chantier. Au Cameroun, on n'a jamais vu ça. Hein? Au Cameroun, on n'a jamais vu ça. C'est bien fait. De belles routes sont en construction, mais les taxis clandestins ont encore de beaux jours devant eux. Et Bolo va presser là. Oscar, le taxi clando, drague le client à la gare routière. Vous allez Bolo? Oui, c'est 2500 transport ici. Et votre bagage doit payer? Votre bagage, je paye 500. Ça fait 3000. Déjà en gros, ça c'est 3000 francs. Le transport. On doit voyager sans bagage. Ce n'est pas une agence, ce sont les clandos. Toujours le bagage paye. Mireille est une pure citadine. Elle arrive tout juste de Yaoundé, la capitale, où il n'y a pas de clando. Anna. Bon, les passagers, passagers à bord. Ici, vous montez d'abord là. Au chauffeur! Oui. Ça va comme ça. Vous allez juste maintenir l'équilibre, madame. On est habitué à voyager comme ça. Pardon, faites un peu vite, je suis pressé, je suis pressé. La jeune femme sent que le voyage va être douloureux pour son dos. Ça fait combien? C'est quoi? Non, c'est bon, tu peux t'adosser, il n'y a pas de problème. Mais ça fait mal. De toute façon, Mireille n'a pas le choix. Oscar est le seul à relier Lolodorf à la ville d'Ebolova. 80 km sur l'une des pires nationales du pays. Son temps de trajet est affolant. Il faut près de 7 heures pour la parcourir. Elle traverse le territoire des petits hommes, les Pygmées. Mireille travaille pour une ONG qui protège ces tribus menacées par l'exploitation forestière. D'habitude, elle s'y rend avec les 4x4 climatisés de son organisation. Mais là, ils étaient tous en panne. Je sens que ça va être difficile. Déjà, on n'a pas fait plusieurs kilomètres, mais je sens déjà mal aux articulations. Donc, je me demande dans quel état je vais être à l'arrivée. J'espère faire un morceau.
Qu'est-ce que c'est? Ce bruit à l'avant de la voiture, Oscar l'a tout de suite reconnu. Qu'est-ce qu'il y a? On a un problème de roue. Il y a un petit problème sur la roue. 3 fois rien, les roues perdent tout simplement leur boulon. La roue risquait de sortir, c'est ça? Oui. Vous l'avez senti en venant? Oui. Il y a d'autres bourgeons qui ne sont pas bien serrés. C'était même pas serré du tout. Ouais. Celle-là, elle était pas serrée non plus? Certaines ont déjà perdu leurs écrous. Il n'y a plus de bourgeons. Et ça risque pas de se dévisser sans... Non. Nous sommes habitués. Ça va Mireille, vous êtes rassurée ou un peu inquiète là? Je ne sais pas, parce que là, on a roulé quoi, à peine quelques mètres, et puis on a l'impression qu'il y a déjà une panne. C'est bien pour ça qu'Oscar ne voyage jamais sans un assistant et un mécano. Cette carcasse marque l'entrée dans la forêt des Pygmées et dans les vraies difficultés. Faut pousser. Enfin, c'est surtout son équipe qui s'y colle. Quoi là? Parce que quand il met là, ça va. Sur les rails! Sur les rails! Si ce bourbier est aussi profond, ce n'est peut-être pas par hasard. Tout comme la présence de ces 2 paysans prêts à vendre leur aide. Pour reprendre la nouvelle de COP que le film était. Tu as un souci là, ça c'est la montée ici. Alors nous mettrons de la caillasse pour te permettre, pour que tu évolues parfaitement. Mireille est priée d'aller patauger plus loin dans la boue. Fermez la portière là. Et comme par magie, au moment de s'élancer, les paysans sortent de derrière les fourrés des petits cailloux, soigneusement mis de côté. Alors, voici. Go! Quelques minutes plus tard, Oscar y laisse une partie de son embrayage et de ses bénéfices. Donc à chaque fois que vous aidez quelqu'un, en échange, on vous donne quelque chose. Et surtout, on les remercie par rapport au travail qu'ils ont fait au Bourbier. C'est eux qui ont creusé les creux des canalisations. Donc dès que vous entendez une voiture passer, vous venez pour les aider. On vient pour aider. Et quand il y a des camions qui passent aussi? Évidemment. C'est une route nationale, non? C'est une route nationale. La nationale numéro 1 du Cameroun, hein, fait fait par au temps des Allemands. Elle a été creusée par la main. À la main. Les Allemands ont colonisé le Cameroun de 1884 à 1918. Une occupation assez courte, mais qui leur a laissé le temps de tracer plusieurs routes dans le pays. Heureusement, le Made in Germany est du genre solide. Les planches de bois ont bien été changées, mais la structure de ce pont, elle, n'a pas bougé depuis un siècle. Les routes sont rarement entretenues par l'État. Ce sont les villageois qui s'y collent. Chacun en profite pour réclamer un droit de passage.
tu vois, les gars sont en train d'arranger la route. Avant de passer, il faut donner quelque chose. Dans ce village, la mission a été confiée aux écoliers. Chaque jour après les cours, ils jouent au cantonnier. C'est déjà un commandant des barrières ici. Donc celui qui est là pour interpeller les voitures et les autres sont en train de travailler. Donc si la voiture doit passer, il va vous demander d'attendre qu'on finisse de rembler et on ouvre la barrière. Vous voyez la barrière là. Donc celui qui est là pour la barrière. Voiture, moto, tout ce qui peut passer peut apporter leur soutien aux jeunes travailleurs parce qu'ils ne vont pas attendre la commune ou l'État pour arranger leur route. Ils le font de leurs propres mains. Aucun tarif n'est imposé. Chacun donne ce qu'il peut. Oscar donne l'équivalent d'1 euro. Il y a des bonbons aussi. Et les gens sont plutôt contents, ils sont sympas. Au Cameroun, la route nourrit quelquefois les villageois. Mais pas seulement. Il arrive qu'elle les abreuve. Mais là, ce n'est pas pour les enfants. Il y a foule autour de ce camion et l'ambiance est plutôt chaude. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'accident. Un semi-remorque de bière locale s'est couché dans le fossé. Le chauffeur s'en est sorti indemne et maintenant il vit un second cauchemar. La population est venue, ils se sont emparés de la boisson, on ne peut plus rien. Tout un monde que vous voyez, on ne peut pas les arrêter. C'est la course entre les pilleurs et le brasseur qui a envoyé une autre équipe pour sauver un maximum de bouteilles. Tout à l'heure, comme appelé, on m'a dit qu'il y avait un accident ici, qu'il fallait évacuer les casiers. Et tout le monde prend les bières là? Oui, tout le village est en joie. Oui, tout le monde est en joie, mais on ne boit rien que la bière et on laisse les bouteilles, puisqu'une bouteille ne bouge pas. Le brasseur accepte une partie du pillage, à condition que les voleurs leur laissent les bouteilles. Chacun remplit le plus de bidons possible. Les dieux, ou plutôt les démons des routes, offrent une tournée générale aux paysans. Des centaines de litres de bière gratuite, ça ne s'est jamais vu. Car ici, le moindre salaire, c'est d'habitude en litres de sueur qu'il se monnaie. Dans les mines à ciel ouvert, pour se payer une bière, il faut en soulever des pierres. Le basalte est une roche volcanique très résistante. Elle est utilisée pour les fondations des maisons. Ces hommes remplacent les machines. Les plus forts portent jusqu'à 100 kilos. Dans le pays, on les appelle les chargeurs. Elle est tellement fort. C'est lui le plus grand chargeur de cette carrière. Ah, c'est lui le plus grand chargeur? C'est lui le plus fort. Le plus fort. Vous voyez comment il est baraqué, musclé. Ça va, tu le donnes? Ça va bien, gars. Fatigué? Non, je ne suis pas fatigué. C'est le sport, non? Je ne suis pas fatigué. Chez les chargeurs, il y en a un qui dénote un peu. Michael est le seul à porter un équipement de protection. Tout le monde l'appelle prof, et ce n'est pas un hasard. Bon, moi, j'aimerais être professeur de psychologie, d'autant plus que je suis déjà dans l'enseignement et je poursuis en faculté des lettres et sciences humaines. Et j'aimerais être professeur de psychologie. Et en attendant, vous faites ce métier, c'est ça? Effectivement. Mais je ne le fais que pendant les week-ends. Le reste du temps, Michael est instituteur. Et vous êtes payé en semaine? Si je travaille comme je me barre du 1er au 31 et j'encaisse un salaire de 20 000 francs le mois, c'est vraiment insignifiant. Soit moins de 300 € par mois.
Quand il pose ses livres d'école pour enfiler son casque de chantier, il empoche en moyenne 56 € en un week-end. Pour une fois, les muscles rapportent plus que la matière grise. Dans la vie, on dit souvent la vie est un combat. On doit se battre pour subsister. Oui, c'est la raison pour laquelle moi je ne peux pas rester les bras croisés et passer le temps à plénicher. Je ne suis pas quand même le premier. J'ai eu la chance de bénéficier de mes deux mains et de mes deux pieds aussi. C'est comme ça. L'école coûte très cher au Cameroun. Une scolarité au collège revient à plusieurs centaines d'euros. C'est pour cette raison que les week-ends, la carrière est envahie par les adolescents et les enfants. Les plus jeunes n'ont pas le droit de creuser. Mais leur travail est tout aussi éreintant. Les petits bagnards fabriquent du gravier. Pourquoi tu casses des pierres? Pour payer ma scolarité. Non. Je trouve pas ça normal qu'un enfant doit casser les cailloux pour aller à l'école. C'est important l'école pour toi? Oui, pour devenir une grande personne comme d'autres. Et tu aimerais faire quoi toi plus tard? Docteur. Attends, oui, qu'on soit un peu chargé. Maman, tu changes de chargé, gars. Vous venez ici. C'est à cause de la route. Le maire n'entretient pas la route. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est tout foutu comme ça. Hein? C'est l'état de la route. Oui, c'est tout foutu. Et ces roues-là, elles datent de quand? Un mois ou trop. Oui, oui, à cause de l'état de la route. Filmez un peu la route là. Et voici le responsable de la commune. Le voilà. Pourquoi vous n'entretenez pas la route? Le voilà. Il n'entretient pas. Si certaines questions le font fuir, l'agent municipal n'en oublie pas pour autant l'essentiel. Encaisser le droit de passage. On est obligé de payer. On ne peut pas sortir sans payer. Et ça, c'est 2000 francs? Oui, 2000 francs. Et il y a environ 100 camions qui chargent ici par jour. Donc, avec ce droit que la mairie prélève, ils pouvaient très bien nous aménager la route. Et ils ne le font pas? Non, ils ne le font pas. De son côté, Oscar enchaîne les pannes. Sa vieille voiture est à bout de souffle. Elle ne demande qu'à tirer sa dernière révérence, mais à chaque fois, Oscar et son équipe lui redonnent vie. Il faut rafistoler le bras est dessoudé. Il faut attacher. C'est le bras de suspension qui a lâché. En clair, le véhicule ne contrôle plus la roue. C'est une panne majeure, mais pas pour les clandos. Et ça va tenir jusqu'à la fin ou... Bon. Comme on n'a plus de bras, ça peut aider. C'est provisoire. Ouais, ça ne bouge plus comme ça bougeait. On espère que cette fois, on n'aura plus de... On espère bien. On espère bien. On espère. Okay. Si on s'arrête 3 fois aujourd'hui, il y a des mois où on s'arrête 10 fois. L'essentiel, c'est d'arriver. La voiture n'est plus seulement une épave pittoresque, elle est maintenant un cercueil roulant. Au moindre nid de poule, Oscar peut perdre sa roue.
ce n'est pas pour autant qu'il va refuser de nouveaux clients. Il y a une autre femme qui allait prendre ses bagages. Évidemment, la passagère n'est pas prévenue des risques qu'elle prend. Mais en parfait gentleman, les deux assistants d'Oscar lui abandonnent la banquette et son douillet dossier en bois. Mireille se retrouve à l'avant, installée dans un fauteuil certes plus confortable, mais face à un pare-brise qui ne demande qu'à se briser. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça peut soutenir tout un pare-brise. Déjà, c'est pas prudent, et même pour le chauffeur et pour les passagers qui sont à bord. Et s'il n'y a pas ce bâton, ce pare-brise, avec le vent, ça risque de me trouver à l'intérieur. Donc je mets ce petit bâton pour le maintenir. La villageoise, elle, n'a aucune inquiétude. Tout ce qui lui importe, c'est d'aller vendre ses bananes en ville. Moi, j'ai mal au pied là. Je ne peux pas supporter mes bagages pour aller en Belgique. Quand j'ai le voiture, je voyage. On ne peut pas s'en passer du clando. Parce qu'il n'y a que ça qui essaie de soulager le villageois. Oui. Et s'il n'y a pas ça, voilà une maman. S'il n'y avait pas ce véhicule, ce vivre, ça allait mûrir et pourrir là sur place. Enfin, encore faut-il que le clando arrive à mon port. Regardez, lance pas trop fort. Qu'est-ce qui se passe là? Nous sommes sur une mauvaise montée, ça patine. Autant dire un Everest pour la vieille carcasse. Non. Bon, tu t'en démarres. Là, c'est pour donner l'appui à la traction avant. Pour qu'on lance la colline. L'idée est bonne, mais le poids pas suffisant. Le moteur est au bord de la rupture, dans l'habitacle. L'air est irrespirable. Ça chauffe là? Oui. Ça étouffe surtout. Maintenant, ce sont les freins qui manquent de lâcher. Mais ce n'est pas le plus grave. Putain de merde. Ça duré. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le réservoir fuit et l'essence coule d'autant plus vite que le véhicule est en pente. Quelques feuilles bien épaisses et le tour est joué. Pour soulever la gorge et mettre là où il y avait le trou. Reste encore à passer la côte. Ouais, il va lancer. Leur voyage peut continuer jusqu'à la prochaine embûche. Toujours passer, c'est la devise des clandos. Quel que soit l'état de la route et quelle que soit la taille du véhicule. Conduire une camionnette apporte certains avantages. À bord, une trentaine de passagers. Et quand on s'embourbe, c'est plutôt pratique.
Les hommes ont les bras croisés là-bas dedans. Descendez, vite. Et là, pas de sexisme. Hommes et femmes sont à la même enseigne. Ça vous arrive souvent de faire ça? Oui. On pousse la voiture. Alors, ça nous arrive toujours. Mais tous les passagers ne jouent pas le jeu. Ils suivent tranquillement. Il n'y a pas la carte. Mettez d'abord la carte. Les autres sont là, ils ne poussent pas. Les autres poussent, on ne peut aller comment? On ne peut pas aller. Il faut que tout le monde mette la main. Que ça passe. Sinon, ça passera pas? Oui, ça ne peut pas. On vérifie. Vous êtes très très courageuse, hein. J'ai vu, vous aviez mal au dos, là. Je vais vite arriver, non? Et si on le pousse, on peut dormir ici. Allons, poussons, on part. Ce camion n'apporte pas de bonnes nouvelles. À l'arrivée là-bas, c'est là vous allez encore pousser. À l'arrivée de Yoko. Pousser n'est pas un problème tant qu'il fait jour. Mais la nuit tombe vite au Cameroun. Ahmed a 1 heure pour trouver un village où dormir. Alors il fonce, comme le camion qui est devant lui. Cette côte compromet leur chance. Ahmed envoie tout de suite son mécano. Même pour nous, c'est foutu? Non, ça va aller. Il va partir. Le chauffeur se montre bien optimiste. À 5 pour un 15 tonnes, ça prend forcément un peu de temps. De leur côté, les passagers ont compris qu'il fallait remettre ça. Ils descendent, tout le monde descend d'abord. C'est nouveau bloqué. Jusqu'à Yoko, c'est comme ça la route, ça. Ça, mais c'est le goudron. Vous pensez que vous allez arriver ce soir? Ah, peut-être c'est demain, hein? Donc si c'est demain, vous dormez où? Ah, hein? Si c'est demain, on dort dans les voitures, on va faire comment? On n'a pas de choix, donc. On n'a pas de choix. Venez, tout le monde. Il n'y a pas ça, il va venir, Yaga. Voilà, venez, on pousse. Dormir en pleine forêt, certains espèrent encore y échapper. Allez! Peine perdue. Tout le monde se gare sur le bas-côté. Aucun chauffeur ne veut rouler de nuit. C'est trop dangereux. Les passagers dormiront entassés dans la camionnette. Un cauchemar que ne va pas vivre Mireille. La jeune femme retrouve le sourire. Enfin, arrivé. De 11h30 à 19h. On va s'interroger à la station. Après 7h30 d'enfer, elle arrive à Ebolova. Demain matin, elle pourra honorer son rendez-vous avec les pygmées de la forêt.
Cela fait des années que Mireille suit cette tribu pour le compte de son ONG. Comme le veut la tradition, elle salue d'abord le chef du village. Les nouvelles qu'il a à lui annoncer ne sont pas bonnes. Les pygmées vivent en harmonie avec la nature. Une question de survie pour ce peuple. Et ce fragile équilibre est sur le point de se rompre. Un conte populaire raconte qu'à l'origine, Dieu aurait créé la terre, les éléments, les rivières et les forêts comme des êtres vivants qu'il fallait respecter et craindre. Mais cela, les Camerounais l'ont oublié depuis longtemps. Seuls les pygmées s'en souviennent encore. Le territoire de ces chasseurs-cueilleurs s'étend sur toute la forêt équatoriale. Au fil des siècles, leur corps s'est adapté à ce milieu hostile. Leur petite taille leur permet de se faufiler facilement dans la jungle. Mais aujourd'hui, ces tribus sont chassées de leur habitat naturel au profit des coupeurs de bois et des planteurs d'huile de palme. Petit à petit, l'État parque le long des routes les 40 000 pygmées du pays. Loin de leur terrain de chasse. Malgré une journée à traquer le gibier, ce chasseur revient bredouille. Vous n'êtes pas contente? Il n'a pas eu de, il n'a rien ramené, c'est ça? Il peut même tuer quoi? Il ne peut pas tuer, c'est quelque chose. Ça va en prendre. Il apprend à tuer la viande. Il apprend à tuer la viande. Les villageois lui apprennent que la cohabitation avec leurs voisins bantous, tribu majoritaire au Cameroun, ne se passe pas très bien. Voire même ils se sentent menacés. On a même beaucoup de problèmes avec les Bantous. Tu vas venir rester ici. Oh, ce n'est pas votre terrain, machin, tout, Beaucoup, comme ça. Lorsqu'on les place là, l'État ne leur donne pas un titre foncier. Donc, du coup, les Bantous estiment que ils sont pas à leur place, quoi. Les pygmées, peuple nomade, ne savent plus où aller. Leurs traditions se perdent, beaucoup se noient dans l'alcool, et certains deviennent les esclaves des Bantous, qui leur reconnaissent au moins une qualité, leur talent de chasseur. C'est la flèche, c'est la lance, avec la machette. Est-ce qu'il y a des espèces spécifiques qu'on vous demande de chasser? Les porte-épis comme ça, là, et les antilopes. Et les singes. Donc vous chassez ces espèces pour les Bantous? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous donnent en retour? Comme quoi? Peut-être s'ils te mentent même, ils te donnent 2000 francs ou bien 1000 francs. Et toi aussi, tu as les enfants pour aller à l'école, tu vas les faire. Quand tu peux demander que mon enfant il veut partir à l'école, donne-moi, je suis parti te faire la chasse. Donne-moi l'argent. Il commençait à te taper. Il te parlait déjà à la bouche. C'est les Bantous qui nous disent que nous sommes les animaux. Nous ne sommes pas les Camerounais, parce que nous sommes les animaux. Un Bantou peut tuer un Badiel ici maintenant, il passe. On va lui faire comment? On va lui faire quoi? On avait tué mon grand frère ici, un Bantou, avec les coups de poing. Le gars là marche ici, il boit le vin. On l'avait fait quoi? Cet homme à la casquette bleue est un de leurs voisins bantous. Il est agriculteur et selon lui, il n'a aucun problème avec les pygmées. D'ailleurs, il fait même du troc avec eux. Donc vous les connaissez bien? Je les connais tout ce monde-là. Alors, vous êtes voisins? Comment ça se passe entre les Bantous et les pygmées? Non, on s'entend bien, on les fait travailler. Ils n'ont pas tellement besoin d'argent. Ils ont besoin seulement de ce que vous avez, puisque eux, ils ne sont pas tellement cultivateurs. Ils ne sont pas cultivateurs trop. Mais nous qui avons des vivres, on s'échange. Quand ils ont de la viande, nous, on leur donne, ils prennent nos vivres. Pourtant de l'argent,
Les pygmées en ont bien besoin. Et toi, tu veux l'argent pour partir bien à l'hôpital. Je te donne 1500. Il avait l'air de dire que tout allait bien entre pygmées et bantous. Une main. Okay. Le bois, c'est rare. Mireille enregistre chaque témoignage. Elle s'en servira pour plaider la cause des pygmées auprès des autorités à Yaoundé, la capitale. Tout n'est pas négatif dans la sédentarisation de ces tribus. Pour la première fois, les enfants pygmées peuvent aller à l'école. Ils seront la première génération à savoir lire et écrire. Autant d'atouts pour mieux faire valoir leurs droits plus tard. Au milieu de la forêt équatoriale, il existe des cités oubliées. Oubliées du reste du pays, car elles sont inaccessibles pendant les 4 mois que dure la saison des pluies. La forêt retient en otage près de 30 000 personnes. Il est quasiment impossible de quitter ce territoire. La moto est le seul engin à pouvoir défier les sentiers de la forêt. À la gare routière de Yoko, impossible de louper ces mototaxis sans peur. Les autorités les obligent à porter un gilet jaune. Sécurité oblige. Mais pour le casque, en revanche, rien n'a été décidé. En dehors de la saison des pluies, ces motards sont agriculteurs ou éleveurs. Grâce à leur moto, ils gagnent en 3 mois plus que tout le reste de l'année. L'entretien de leur destrier se fait avec les moyens du bord. Si tu es en panne, on te panne. Si la moto tombe en panne, on te panne. Avec ça, vous savez tout réparer? Oui. À défaut de garage, la ville possède sa station-service. Pas très moderne, mais ouverte tous les jours. Le discipline ici, c'est clair. Et l'autre, c'est du joie. On se bat avec. Et la qualité est bonne? Non, ça n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec ça dans nos motos. Ce jour-là, 6 motos ont fait le plein. Elles ont été réquisitionnées par ces 2 jeunes gens de sang noble. Ils appartiennent à une famille très puissante de la région. Le père de Clovis, le pilote, est l'égal d'un roi. Derrière lui, tout aussi important, son cousin. Tous les 2 se rendent dans la ville de Linte, leur fief, à 110 km au sud-ouest de Yoko. Une expédition d'une journée entière qui nécessite le soutien des meilleurs motards. Car la route pour Linte a disparu par manque d'entretien. C'était pourtant l'une des plus importantes de la région. Seul ce pont métallique rappelle que des voitures et des camions ont bien sillonné cette piste. On peut dire que c'est un pont miraculeux, hein? Vraiment. Ça n'a jamais eu de problème. Construit par les colons allemands ou les Français, plus personne ne s'en souvient. En revanche, Clovis n'oublie pas qu'aujourd'hui, l'ouvrage appartient de fait à sa famille, comme toute cette forêt. Vous êtes l'un des fils du chef de cette région. Oui. Et un jour, vous allez hériter de ça? En tout cas, nous sommes nombreux, je ne sais pas. Nous sommes au nombre peut-être de 30 comme ça là. Tu sais que mon père a fait beaucoup d'enfants. Et cette famille, elle dirige cette région depuis des générations? Oh, depuis au temps des Allemands. Donc c'est mon grand-père qui avait fondé le village, qui a créé le village. Après le pont, la route se fait chemin. La forêt l'a avalée au fil des années. C'est la seule route. Sauf par voie aérienne, sinon c'est la seule route.
voyez, on roule dans le même sens. Donc c'est difficile pour avoir des klaxons. S'il n'y a pas de klaxons, ça ne peut pas aller. C'est dur. Il y a une épaisseur d'argile mouillée qui cherche à me jeter là. Et là, c'est compliqué. Hein? Mais ça va. Ça va aller. C'est bon et c'est dur. Oui, oui, et c'est dur. Faut lancer, lance le fer. Faut lancer. Gambo tape dans l'eau là. Oh, lui là. Il faut taper une fois au manque. Le plus périlleux, ce sont ces ponts de construction locale. Même les as du guidon les redoutent. Et voilà pourquoi le fils du chef et son cousin ne voulaient pas voyager seuls. Ça, c'est bon. Oh, venez, venez, venez. Sur cette route, il ne passe quasiment personne. Si l'accident est grave, il n'y aura aucun secours. Pas le blessé. C'est maintenant au tour de Clovis, le fils du chef. Sa réputation est en jeu. Il doit passer lui-même sa moto. Sur cette route, ou plutôt ce chemin, il y a les dangers évidents et ceux qui n'ont l'air de rien, mais qui blessent à tous les coups. Les herbes, les petits arbres, les buissons, ça fouette vraiment. Et ça fait trop mal. Les yeux peuvent avoir les problèmes. Quand ça fouette dans les yeux, ça peut faire trop mal. Lève-toi, non. Cela faisait plusieurs kilomètres que le fils du chef avait du mal à garder le cap. Ça va? Pas blessé? Non. Ses yeux ont été fouettés par les herbes. Ton œil? Oui. C'est une branche? Ça fait mal, oui. Voici Linté, la capitale de la chefferie de toute la région. Ils ont roulé 7 heures pour y parvenir. La capitale a des allures de ville fantôme. La moitié de la population a fui. Et celle qui reste tue le temps en silence. Faute de pouvoir être approvisionnés, les magasins et les bars ont fermé. De plus, ils ne pouvaient rien maintenir au frais, malgré la présence des poteaux électriques. Bien sûr, il y a les fils, mais seulement il n'y a pas le groupe, il n'y a rien. Donc c'était juste pour faire plaisir à la population, il peut dire, vous voyez. Et dans tout le village, personne n'a l'électricité, ça n'existe pas. Non, sauf les groupes électrogènes là, les petits groupes. L'électricité, c'était une promesse électorale. Mais une fois les élections passées, les poteaux n'ont jamais été raccordés à la centrale électrique. Le père de Clovis, le chef de la région, ne sait plus comment faire pour désenclaver son royaume. C'est un problème pour vous que la route soit dans cet état-là pour le village? Vraiment. C'est notre guerre que c'est le plus être fait. Comment quelqu'un tombe gravement malade ou bien l'aîné
on les met encore sur la moto. L'aîné, mettez quelqu'un sur la moto. Et des fois, quand quelqu'un me veille au Koyaba, on attache, le conducteur attache le cadavre sur son dos pour amener le corps ici au village. On sent que vous pensez beaucoup à la jeunesse. Oui. Ça vous inquiète? La jeunesse, c'est le fer de lance. Seul problème, les enfants n'ont même plus d'enseignants. On a l'inquiétude parce que les enseignants ne veulent pas venir parce que quoi? Il n'y a pas le réseau, il n'y a pas la route. Bon, celui-là dit que je veux... Il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière. Il y a de quoi être rebelle, je ne vous mens pas. Si j'étais jeune encore, je pouvais mobiliser les jeunes devenant des délinquants. On nous attrape, on nous met en prison. Tant pis, ça ne fait rien. Nous, on souffre, on souffre. C'est ça qui fait partir les jeunes ici. Ils ne peuvent pas supporter. Ils ne peuvent pas. C'est difficile. L'espoir va peut-être renaître pour les habitants de l'Inté. De l'or aurait été découvert dans les montagnes qui les entourent. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Ce pays plein de vitalité et de ressources est resté trop longtemps assoupi. Pour le réveiller, la jeunesse camerounaise ne demande qu'une chose, que l'État leur donne les moyens de relancer le pays.